C'est en Moselle-Est, aux portes de l'Allemagne, que le pays du Warnt se situe. Traversé par la Bistonne, une rivière franco-allemande, le territoire a fait de cette double nationalité une véritable force. Ici, les frontières sont quasi inexistantes. Bien que les deux pays portent fièrement les couleurs de leurs nations respectives, la cohabitation et le partage sont naturels. La forêt, le Warnt, est un exemple de ce lien. Ce massif forestier franco-allemand abrite des arbres remarquables. Côté allemand, ce sont 5000 hectares qui sont classés Natura 2000. Attrait du pays, elle est une force. En effet, le mariage entre la forêt, les marais et le lac de Creutzwald confère beaucoup de caractère à ce pays. Mais le cadre naturel de cette contrée n'est pas son seul avantage. Axe de transit, le pays du Warnt a une réelle histoire économique. Le premier essor industriel est lié au verre. Aujourd'hui, le territoire est resté attractif. En témoigne la zone d'activité sud de Creutzwald. C'est ici que des entreprises comme Motus, fabricant de pare-soleil, TMD, producteur de plaquettes de frein, ou encore Hasbro, célèbre nom du jeu de société, ont élu domicile. Côté patrimoine, l'église Sainte-Croix à Creutzwald est un incontournable. Elle ne passe pas inaperçue avec son style romano-byzantin et sa coupole qui domine la ville. Le pays du Warnt fait partie de la route empruntée par les Huguenots. Suite à la révocation de l'édit de Nantes, 200 000 protestants fuient la France pour trouver refuge en Allemagne. Aujourd'hui, de nombreux randonneurs internationaux utilisent ce sentier de mémoire. Le pays est en pleine mutation. Tout en conservant son ADN et sa philosophie, il a su rebondir et continuer de se rendre attrayant pour les entreprises, mais aussi pour les habitants. Être force de proposition, c'est l'axe de développement du pays. Le Warnt Park en est un bel exemple. Insérer l'homme dans la nature et créer la cité de demain sont les deux principes de ce projet. Michael Fuchs est un enfant du Cru. Il a grandi ici et vu le territoire changer. Alors Michael, comment est né ce projet du Warnt Park ? Alors donc, il y a une politique de développement économique qui a été lancée après la fermeture de la mine. Donc des zones d'activité qui ont été créées sur le territoire de la communauté de communes. Et on est arrivé à saturation avec la zone du parc d'activité sud. Et donc s'est posé la question de la création d'une nouvelle zone d'activité. Les élus de la communauté de communes ont cherché un territoire pour implanter les nouvelles zones d'activité. Et donc la création d'une voie de contournement de la ville de Creutzwald a été faite en 2009. Et donc le terrain du Warnt Park, sur lequel on est là aujourd'hui, a été défini et idéalement desservi par la création de cette nouvelle voie de contournement et permet aujourd'hui de continuer le développement économique. Alors à quoi va ressembler cette zone-là ? Alors la zone d'activité du Warnt Park, c'est une zone différente de toutes les zones qu'on peut voir actuellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du béton et des bâtiments qui vont être collés les uns aux autres. On va avoir une zone qui va respecter l'environnement, qui va être respectueuse donc de la nature existante. Et donc on va faire un mélange entre l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'on va créer un lieu de vie dans la mesure où on va avoir plusieurs fonctions. On va avoir du service, on va avoir du loisir, on va avoir de l'habitat individuel et on va avoir de l'activité d'entreprise. Quel sera le profil des gens qui vont vivre dans ces premières maisons ? Écoutez, il n'y a pas vraiment de profil type. Ça va être tout un chacun, vous, moi, les gens qui ont décidé de s'implanter ici. En fait, c'est des gens qui adhèrent au projet, qui ont envie de vivre différemment, qui ont envie de vivre autrement dans une zone qui est pensée différemment. Voilà. Donc il peut y avoir des entrepreneurs, il peut y avoir des personnes individuelles comme nous. Il peut y avoir des personnes qui vont lancer des projets de loisirs, des projets d'entreprise, voilà, un petit peu tout ça. Donc on a une proximité avec l'Allemagne. D'ailleurs, le Warnt Park s'étend jusqu'à la frontière. Est-ce qu'il y aura une vraie dimension franco-allemande sur ce lieu-là ? Alors oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une dimension transfrontalière ici, dans la mesure où on est sur un territoire qui est collé directement à la frontière allemande.
Aujourd'hui, ici, l'Europe, on la vit au quotidien, dans la mesure où il n'y a pas de frontières. En fait, on va en Allemagne, les Allemands viennent en France sans vraiment remarquer qu'on a traversé une frontière. La seule chose qui marque vraiment le passage de la frontière, c'est les panneaux et les changements de législation par rapport au code de la route. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui change. Ici, on a des gens au niveau de la population qui sont bilingues, qui parlent allemand, qui vivent l'Allemagne aussi depuis des années. Et donc, ces personnes-là sont aussi intéressées par ce genre de projet, dans la mesure où on va voir ici quelqu'un qui va construire une maison individuelle, c'est des Allemands. On va avoir des entreprises allemandes qui vont venir s'installer, donc voilà, c'est juste super. On a vraiment un parc finalement à l'image de la philosophie du territoire. C'est ça, avec tout à fait. cette double nationalité. Oui, exactement. Alors vous, Mickaël, vous êtes un enfant du cru. Donc vous avez vu l'évolution, du territoire et du pays. Quelle était son image avant et quelle est l'image qui ressort aujourd'hui? On associait en fait l'est de la Moselle à une zone où il y avait beaucoup d'ouvriers, de l'exploitation du charbon, du travail très difficile, des personnes qui travaillaient, qui étaient majoritairement employées. Aujourd'hui, c'est une image qui persiste un petit peu, où on se dit voilà, c'est une zone industrielle, c'est une zone vraiment même sinistrée. C'est pas du tout le cas. Et c'est l'image qu'on doit aujourd'hui donner de la Moselle-Est, dans la mesure où on a des entreprises qui sont innovantes, on a des projets innovants tels que le Warnpark. On doit être fier de ce qu'on a ici et puis essayer de le communiquer le plus loin possible et de faire rayonner ça le plus loin possible. Il est l'un des symboles du pays, le lac de Kreutzwald. C'est sur un ancien terrain constamment inondé que la mairie décide de créer ce lac. Nous sommes en 1966. Aujourd'hui, le site est devenu un lieu phare, extrêmement fréquenté par les habitants. Jérôme Josviak connaît bien ce lac. Avec un grand-père et un père pêcheur, dans la famille, la pêche est un vrai art de vivre. Là, Jérôme, il y a Jean-Denis qui est en train de pêcher. C'est quel type de pêche qu'il pratique? Alors la pêche que Jean-Denis pratique là, on appelle la pêche au carnassier. Donc il va attraper des poissons qui mangent que des poissons en fait. C'est le brochet, le sandre, la perche, le silure. Donc c'est des poissons c'est le requin de l'eau douce en fait. Ce poisson-là mange que des poissons. D'accord, donc c'est pour ça qu'il travaille avec des petits leurres là qu'on trouve ici en fait. Voilà, donc c'est des faux poissons en silicone, en latex quoi. Et le but du jeu de Jean-Denis, c'est d'imiter la nage du poisson. Il faut que le poisson pense qu'il est face à un vrai poisson et puis il va l'attaquer, il va le manger. Et il va essayer de l'attraper. Donc est-ce que finalement la pratique de Jean-Denis peut rentrer dans le cadre d'une pêche de compétition? Ça fait, on va dire, une dizaine d'années que cette technique de pêche-là s'est lancée dans la compétition. On va dire que les bateaux aujourd'hui sont beaucoup plus abordables qu'il y a 20-25 ans. Et là, on va dire les jeunes d'aujourd'hui pêchent avec ce qu'on appelle un flotte tube. C'est une grosse bouée. Ils se mettent assis dedans au lieu d'être dans un bateau. C'est une grosse bouée. Et puis avec des palmes, ils naviguent. D'accord. Ils n'ont pas besoin de remorque, ils n'ont pas besoin de voiture, voilà. Donc c'est beaucoup plus abordable. Et voilà. Et nous, on a commencé cette compétition il y a 3 ans. Et puis voilà, maintenant c'est lancé. Et puis c'est beaucoup on va dire des jeunes, hein, des 25, 30, 40 ans maximum. Les plus anciens préfèrent quand même la barque. La barque. Comment on passe finalement de la pêche plaisir à la pêche compétition? Alors, je vais parler de mon cas, moi. Après, c'est peut-être chacun a son point de vue. Mais moi, je pensais être le meilleur pêcheur de Kreutzwald, en fait. D'accord. Quand je venais pêcher tout seul, chaque fois que j'attrapais des poissons, je dis, bon, voilà, je suis le meilleur. Alors, j'ai voulu voir avec d'autres si j'étais le meilleur. Et là, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le meilleur. Et puis, au fil des années, voilà, on prend de l'expérience, on apprend des choses. Et puis, voilà. Et puis, on pratique la compétition. C'est quoi une compétition de pêche? C'est quoi l'objectif? Ramasser un maximum de poissons? Est-ce qu'il y a du travail en équipe? Il y a deux types il y a la pêche individuelle et la pêche de compétition par équipe, un peu comme le tennis. On prend Roland Garros par exemple, c'est un tournoi individuel, et on prend la Coupe Davis, c'est un tournoi par équipe. Dans la pêche, c'est la même chose. Il y a les compétitions individuelles et les compétitions par équipe. Donc quand on pêche par équipe, c'est 5 pêcheurs qui pêchent. Et on additionne le classement des 5 pêcheurs. Et quand on pêche en individuel, voilà, on est tout seul, on fait, je sais pas, 5-6 kilos, tout le monde est pesé. Et à la fin de la partie de pêche, celui qui a le plus a gagné. Quelles sont les qualités finalement pour être un bon pêcheur en compétition? La première des qualités, avoir une épouse très conciliante. D'accord. Parce que vu le temps qu'on passe à préparer son matériel,
à préparer sa partie de pêche, à partir des week-ends, un week-end complet pour aller à la pêche et rentrer le lundi. Donc je pense qu'il faut déjà une épouse très conciliante. Donc le premier, c'est la femme La femme au foyer, conciliante. voilà, c'est la maman qui doit être très très conciliante, on va dire. Et les autres vraies qualités? Ensuite, La patience? Non, parce que c'est justement le contraire. Un pêcheur de compétition, il faut qu'il attrape beaucoup de poissons. Donc c'est tout le contraire de la patience. La persévérance? La persévérance, ça c'est sûr, parce qu'on ne devient pas un bon pêcheur de compétition en 2 ou 3 ans. Il faut compter une bonne dizaine d'années. À moins d'avoir des parents qui sont déjà dans le cercle de la compétition. Là, ça va un peu plus vite, on va dire, pour maîtriser tous les aspects de la compétition. Aujourd'hui, les jeunes qui sont en équipe de France junior, qui ont 20-21 ans, en fait, leurs parents pratiquaient déjà la pêche de compétition. Ce qui n'était pas de mon époque. Mon grand-père allait à la pêche, lui, pour manger. Tous les poissons qu'ils attrapaient, à l'époque, ils étaient consommés. Alors que nous, tous les poissons qu'on attrape, on les remet à l'eau. C'est notre philosophie de la pêche aujourd'hui. Mais en tout cas, on va dire que votre papa et votre grand-père vous ont quand même transmis Le gène est resté. Ouais. Le gène est resté. Voilà. la passion de la pêche. Voilà, le gène est resté. Par contre, la passion de la compétition, mon grand-père et mon père ne l'avaient pas. Ils l'avaient pas du tout. Eux, c'était vraiment pour manger. Voilà. Bon. La compétition, c'est un autre aspect de la pêche. Et puis, qui est très onéreux, il faut le reconnaître. Alors ici à Creuseval, vous organisez chaque année une grande compétition avec des gens qui viennent d'un petit peu partout en France et même des régions frontalières. Comment on arrive à créer un événement comme ça d'une telle ampleur sur Creuseval? C'est quoi la clé du succès? Il y a 2 clés. Il faut du poisson, Ouais. ça c'est le premier. Ensuite, il faut un cadre agréable. Ici, c'est plus qu'agréable. Et les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés sur ce domaine-là. D'accord. En fait, avant, pour contacter des gens qui viennent de Chartres, de Dijon, voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec le réseau social, on a fait un groupe. Voilà, telle compétition, tel jour. Ceux qui veulent venir s'inscrivent. Et puis, ça règle beaucoup de problèmes. Et bon, quand on fait la compétition, il faut savoir que les vainqueurs, en moyenne, ont 900 poissons D'accord. en 5 heures. Ça devient un vrai sport. Donc on peut vraiment parler de discipline sportive. Ah, tout à fait, tout à fait. Bah, si on fait le ratio de 900 poissons en 5 heures de pêche, C'est physique? c'est très physique. C'est très physique. 900 poissons, si on fait, ça fait à peu près un poisson toutes les 35 secondes. Voilà. Mais la passion est toujours là. La passion est toujours là. Et la convivialité le soir, parce que tous les pêcheurs, en fait, on se retrouve sous un chapiteau. Là, cette année, on a fait 12 jambons à la broche. Et tout le monde vient manger le jambon à la broche. Moi j'allais dire du poisson. Le jambon, Non, c'est non, pas trop non, raccord, là. non. Je pense qu'aucun de ceux qui sont là mangeront le poisson qu'ils ont attrapé. C'est notre philosophie aujourd'hui. Nous, par contre, en compétition, on a obligation de remettre le poisson vivant dans l'eau. Ça fait partie. Vivant, voilà. Je précise. Blotti au cœur de la cuvette boisée du Warnt, le petit village de Guertin est mondialement connu pour son kirsch. C'est dans ce terroir de prédilection que la grosse cerise noire fait de la cité mosellane sa capitale. Les nombreux hectares de vergers donnent chaque année ses fruits, matière première de l'eau de vie renommée. Sylvain Maillère est le président du syndicat des arboriculteurs de Guertin. Son grand-père et son papa, bouilleurs de cru, lui ont transmis la passion de la distillation. Dès les premiers jours du printemps, Sylvain est dans le verger pour suivre de près l'évolution des arbres qui donneront les précieuses cerises. Alors Sylvain, on est sur les vergers où il y a les fameuses cerises de Guertin. Est-ce qu'on peut déjà observer des choses sur les arbres ou pas encore? Là, on est encore un peu tôt. On avait une période qui était assez froide et pour l'instant, on ne peut pas, on voit encore rien. Il y a quelques petits bourgeons, hein, mais rien d'autre. Donc c'est comme en hiver. Est-ce qu'on peut déjà se dire que la saison et la cerise cette année sera bonne ou c'est encore pareil trop tôt pour le savoir? C'est trop tôt encore pour le savoir, hein. Il faut attendre au moins la période des seins de glace. Et après les seins de glace, on est presque sûr qu'il n'y a plus de gelée, hein, parce que dès qu'il y a une fleur, et des gelées, c'est foutu. En une nuit,
tout le banc peut être gelé. Donc il faut attendre après le 11, 12, 13 mai. Et après, on est à peu près sûr. Voilà. Donc là, c'est beaucoup trop tôt encore. À quel moment les cerisiers apparaissent à Guertin? Donc les premiers cerisiers ont été plantés au milieu du 19e siècle. Et à l'époque, on les plantait d'abord sur des endroits qui étaient vraiment difficiles à cultiver, dans les terrains en pente, au bord des forêts. Et au début, c'était uniquement pour une consommation personnelle. Ensuite, la cerise de Guertin, elle est devenue connue, appréciée, et de plus en plus de cerisiers ont été plantés. Donc ça commence au début ou à la fin, au milieu du 19e. Quelles sont justement les particularités de cette cerise qui fait qu'elle est si exceptionnelle que ça? Oui, la cerise de Guertin, elle est quand même particulière et on ne la trouve nulle part ailleurs qu'à Guertin. C'est une cerise qui est assez douce, elle est très parfumée, elle est idéale pour les tartes, pour les gâteaux, pour les clafoutis. Elle est aussi bonne pour la distillation. Et on a fait des recherches et elle se rapproche un peu d'une variété d'Alsace, la guigne noire de Westhofen, à peu près. Mais la cerise là, celle de Guertin, elle est encore plus parfumée et plus sucrée. Donc là, la récolte, elle va commencer quand et à quel moment on distille? Donc la récolte, elle commence à peu près début juillet, jusqu'au 15 juillet. Après, on met les cerises en fût et la distillation, elle commence après le 15 août. Est-ce qu'on peut se dire qu'à Guertin, et notamment avec les membres de l'association, distiller, c'est un peu le sport national? Oui, la distillation, c'est convivial. On rencontre des amis, on se raconte des histoires. On est tous des anciens mineurs, donc on parle de la mine, on parle un peu de tout. Quelquefois, on casse la croûte même. Et voilà, c'est vraiment sympa et j'espère que ça durera encore longtemps. C'est un vrai moment de convivialité. C'est un vrai moment et de partage. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez de cette inquiétude de la transmission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont reprendre le flambeau pour distiller, pour continuer à mettre en valeur cette fameuse cerise-là? Alors là, pour la transmission, je suis un peu pessimiste. On n'a pas beaucoup de jeunes. Et pourquoi? Parce que la cerise, distiller, il y a quand même des contraintes. Il faut avoir un verger, il faut avoir des arbres. Après, il faut faucher le verger ou le laisser faucher. On a les grands arbres, il faut des échelles, il faut des fûts. Et toutes ces contraintes, ça décourage beaucoup de jeunes. Ensuite, il y a les habitations ont été retapées, rénovées. Il n'y a plus de place pour mettre les fûts, il n'y a plus de place pour mettre les échelles. Et à la distillerie, on distille avec du bois, donc il faut du bois, il faut une remorque. Et tout ça fait que ça en décourage plus d'un. Exactement. Ouais. Donc vous êtes assez pessimiste sur l'avenir de la cerise noire à Guertin. Ouais. La vie associative est riche et variée sur le territoire, et ce n'est pas le club de plongée de Creutzwald qui dira le contraire. Créé dans les années 80, les membres partagent la même passion, celle des fonds marins. Ils ont la chance de pouvoir se préparer et s'entraîner dans un lieu unique en Lorraine, une fosse de 15 mètres. Francis Landès est le président du club depuis 2 ans. Mauvais nageur, il se réconcilie avec l'eau grâce à la plongée sous-marine. Une vraie révélation pour lui, il n'oubliera jamais sa première plongée ici. Alors Francis, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez plongé ici? Oui, je me souviens très bien. La première fois que j'ai plongé ici, c'était donc dans le cadre de mon niveau 1. Alors, la première fois, effectivement, savoir que c'est un petit peu... c'est effectivement une occasion de rentrer dans le milieu. Et on sait qu'effectivement, on va rencontrer tout ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire les problèmes de pression, les problèmes de stabilisation, les problèmes de remontée. Donc, on a un petit peu d'angoisse. Alors pour vous, en plus, c'était pas acquis d'avance, puisque vous me disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas l'eau, vous n'aimiez pas nager. Donc qu'est-ce qui a été le déclic de se dire je vais nager et en plus plonger? Ne sachant pas nager,
Je suis arrivé tout à fait par hasard à la plongée. C'est un ami qui m'a dit je suis plongeur. Et je lui ai dit t'es plongeur, ça m'intéresserait. Mais il m'a dit viens tel et tel jour, c'est-à-dire un vendredi, puisque le vendredi en général on fait des baptêmes. Viens, on te fera faire un baptême. Et je suis arrivé, on m'a équipé, on m'a mis de l'oxygène, une bouteille. On m'a dit, c'était la quadrature du cercle. J'avais tout résolu. Je ne savais pas nager et j'étais dans le milieu comme un poisson dans l'eau. Bon, petit poisson, entendons-nous bien. Donc c'est ainsi que j'ai commencé. C'est la première fois que j'ai commencé. Seulement, j'ai dit écoutez, moi c'est formidable. J'ai trouvé la toison d'or. Je reviens en début de saison. Je vais faire une saison de plongeur. Je suis arrivé, donc c'était Antoine, que vous avez vu, qui m'a pris en main et qui m'a dit bon, maintenant on fait un petit 200 mètres nage libre. Alors j'ai dit excusez-moi, mais je ne sais pas nager. Alors, pour vous montrer aussi la capacité d'un club, c'est qu'ils m'ont pris en main. Alors imaginez quelqu'un qui a 63 ans, qui vient faire de la plongée, qui n'a jamais plongé. Et donc, toute leur aptitude m'a permis d'arriver dans le milieu. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit du coup dans votre histoire qu'on a des profils vraiment différents, même de gens qui savaient à la base pas du tout nager, qui plongent ici. Comme je vous disais, le club est ouvert à tout le monde. J'en suis le parfait exemple, à savoir que vous pouvez très bien être médecin, plâtrier, mineur, voilà. Pour effectivement, le club, on forme de nouvelles personnes. C'est-à-dire que tout le monde peut être apte à la plongée s'il n'a pas effectivement des contre-indications de plongée. Mais tout le monde peut faire de la plongée. Et donc il y a une vraie volonté finalement de se retrouver autour de cette même passion. Ah oui, et la volonté, effectivement, on a vraiment cette volonté de se retrouver autour de cette passion-là. C'est même pour ça que, après nos séances de plongée, on a ce qu'on appelle une petite troisième mi-temps. On fait un petit débriefing de ce qui s'est passé, et donc c'est du convivial. Il faut savoir qu'aussi, on fait nos sorties à l'extérieur. Il y a effectivement donc la passion de la plongée, mais il y a aussi la passion de se retrouver. Voilà. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est de dispenser cet intérêt à tous. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une spécialité de savoir nager ou savoir se tenir un petit peu dans l'élément, c'est important. Mais voilà, on est ici pour acquérir de l'aisance dans la plongée. Quel est l'intérêt de plonger ici? Parce qu'en général, quand on est plongeur, ce qu'on a envie de découvrir, c'est la faune et la flore sous-marine. Donc je me demande, est-ce qu'on prend vraiment du plaisir en piscine? Oui, alors l'intérêt de la piscine, c'est d'acquérir l'aisance pour pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire se retrouver en milieu naturel. Et on ne peut pas arriver en milieu naturel comme les canards, puisque ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de la plongée, c'est d'aller en dessous. Donc pour aller en dessous, il faut acquérir de l'aisance, il faut acquérir de la technique, parce qu'on plonge avec des mélanges. Ces mélanges-là entendent des problèmes physiologiques, donc on est obligé de faire une formation théorique et une formation pratique. Donc l'intérêt de cette piscine-là, c'est justement les vendredis, soit pour les capés, c'est-à-dire ceux qui ne passent plus de diplôme, de faire un peu d'entraînement, d'avoir de la capacité, parce que l'intérêt, c'est après une saison où vous n'avez rien fait, c'est de se décrasser un petit peu, et le jour où on va plonger, on a une activité. On est au top. Voilà, on a une capacité physique. Voilà, on ne reste pas, on ne vient pas. D'ailleurs, tous les accidents en plongée, ce sont des plongeurs qui sont hyper capés et qui viennent en se disant bon, moi, j'ai plus besoin de quoi que ce soit, je connais tout, et c'est là qu'arrive l'accident. Donc ici, on fait en piscine dans un premier temps ce qu'on appelle un peu de cardiaque, de l'apnée, si vous voulez, de l'aisance dans le milieu. Et on vient ici en fosse, parce qu'en fosse, on a 15 mètres. Et à 15 mètres, on se met dans les mêmes principes physiques qu'en milieu. C'est-à-dire on a le problème de la pression, on a le problème de la stabilité, on a les vitesses de remontée, on fait des exercices
qui nous permettent d'acquérir de l'aisance. On fait de la remontée assistée, c'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, vous veniez plonger avec moi et vous auriez un petit souci, je suis capable de vous remonter en toute sécurité.